Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info. C'est un honneur de vous retrouver mercredi. La nouvelle ou les nouvelles sont, je vais dire, nombreuses. Marche du CLC, Jonas Tchombela non partant. Les vrais modérateurs, le procureur général déclare la guerre contre la corruption, une vraie guerre contre la corruption. L'avenir, l'avion militaire qui s'est écrasé à Collé, enfin identifié. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien déjà, eh bien, cet avion, on a vu tous comment, dans quel état il se trouvait. Je me suis discipliné de ne plus en parler. J'en parlerai quand j'aurai les résultats finalement de la boîte noire. Mais si vous voulez mon point de vue, moi je crois plutôt à la thèse d'un complot qu'à la thèse d'un crash normal. Je ne crois pas que ce soit normal, je crois plutôt que c'est plutôt soit un sabotage, soit une erreur humaine, en tout cas une erreur humaine et une erreur monumentale qu'on pouvait éviter. Donc je crois que ça pouvait être ça. Mais bon, et puis après, vous avez vu, on a montré des trous dans l'avion, des petits trous. Est-ce des trous de balles ou pas? Bon, ça je n'entre pas, j'attends finalement qu'on nous amène la boîte noire. Espérons que la boîte noire tombe entre de très bonnes mains, comme nous a fait comprendre un expert. Espérons que la boîte noire tombe, ou les deux boîtes noires tombent entre les mains des personnes, des bonnes personnes. Parce que si ça tombe entre les mains des mauvaises personnes, on est parti. Si ça tombe entre les mains des villageois, eh bien, ça va servir à autre chose qu'à nous informer. Et donc, du coup, nous allons parler de ces trois thèmes que nous avons prévus aujourd'hui. Les sanctions contre la Kabylie, Fachi avance ou recule. On en parlera. Et puis le CLC qui exige le poursuite contre les corrupteurs. On en parlera. Le parquet général prêt à suivre Fachi. Est-ce un mythe ou une réalité? Une diversion ou une réalité? On en parlera dans cette émission, mesdames et messieurs. Mais là, déjà, j'aimerais ici informer aux gens par rapport à ce qui se passe à Kinshasa. Vous avez certainement suivi une vidéo sur TV5, un reportage sur nos confrères de TV5. Ils ont parlé finalement de ces sanctions-là. Et il faudrait remettre un peu la pendule à l'heure. Il faudrait dire la vérité aux Congolais. Mesdames et messieurs, la démarche ou les démarches de Félix Tshisekedi ne consistent pas à lever toutes les sanctions. C'est une fausseté. Si vous avez cru en des messages comme ça, on vous a menti. On vous a menti, c'est ce qu'on appelle la manipulation ou la déformation de l'information. Ça, c'est ce qu'on appelle une déformation de l'info. Le président Félix Tshisekedi répondait à une question. Il répondait à une question. La question était celle de savoir s'il était prêt, parce que c'est la question qu'on lui a posée, s'il était prêt à lever les sanctions. Je dois vous rappeler ici que celui qui commence la procédure de lever des sanctions, ce n'est pas Félix Tshisekedi, c'est le CNSA. Les gens ne veulent pas vous dire la vérité, malheureusement. C'est le CNSA qui commence. Souvenez-vous, un jour, j'avais parlé de M. Lengankoy ici. Si vous avez encore bonne mémoire, on avait parlé de M. Lengankoy qui avait amorcé cette procédure-là, cette logique-là, cette démarche-là de pouvoir lever les sanctions de la Kabylie. Mais maintenant, quand Félix Tshisekedi arrive, on lui pose la même question de savoir est-ce que vous êtes pour la levée des sanctions? Il répond. Tout le monde a entendu, mais bon, il y en a qui font le choix de refuser de comprendre tel comme il avait si bien dit. La logique est bel et bien ici de dire il faut d'abord, comme l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis, on est tous d'accord sur le point qu'il y a eu deux classifications de sanctions. Nous avons ici deux types de sanctions, où les sanctions ont visé deux types de faits. Le premier fait, c'est ce qui concerne le processus électoral. Ceux-là qui ont entravé le processus électoral, la communauté internationale, les États-Unis, l'Europe, tout le monde pensait que, et tout le monde pensait et croyait qu'il y a eu des gens qui ont conseillé Kabila de ne pas quitter le pouvoir. C'est des gens qui ont mené des stratégies, qui ont monté des stratégies pour finalement retarder le processus, pour empêcher à ce qu'on ait élection. Ils étaient donc, eux tous, passibles d'une infraction de coup d'État institutionnel. Parce que finalement, le président n'avait plus le mandat, mais il est resté pendant 2 ans, malgré l'interprétation de la Constitution à leur manière, parce que les gens qui étaient poursuivis, il y avait la CENI, qui avait tout fait pour ne pas organiser les élections dans le délai. Il y avait le gouvernement qui ne voulait pas donner l'argent comme il le fallait, parce qu'il faut dire que le processus électoral ne souffrait d'aucun problème dans la mesure où l'argent qui devrait soutenir, qui devrait servir à financer les élections, on prenait déjà l'argent au niveau du Parlement. Il y avait, chaque année,
on percevait un montant que je peux oublier, un montant que l'on percevait dans le but de financer le processus électoral. Mais on n'a jamais vu cet argent-là, jamais là où c'était parti, on ne sait pas. Et donc, au lieu de 5 ans, ça nous a pris finalement 7 ans. C'est le mandat le plus long de l'histoire. Quand on a un mandat de 5 ans, mais on fait 7 ans, ça ne s'est jamais passé. Ou alors, au Congo, c'est la première fois que cela puisse arriver. Bon, on va dire aussi, Mobutu avait dit 5 ans, il en a fait 32. Bon, mais là, on parle d'un mandat garanti. Un mandat que la Constitution vous donne de 5 ans. Et vous allez au-delà de ce mandat-là, sous prétexte d'une loi de la Constitution que vous ne contrôlez pas et que vous ne maîtrisez pas, que vous avez littéralement sorti de son contexte. Et donc, la CENI était donc visée, pas que la CENI, et même la Cour constitutionnelle. Alors là, ça va être la plus grande honte, parce que c'est la plus grande institution, ou disons la plus grande instance. C'est le plafond de notre appareil judiciaire. C'est le plafond. Notre pyramide judiciaire, ses limites, où se termine, trouve son apogée, son zénith au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais c'est là que les gens ont pondu un arrêt politique au lieu de pondre un arrêt juridique. Et c'est là que ça devenait un problème. C'est pourquoi vous avez vu les autorités de la Cour suprême étaient attaquées, ceux de la CENI étaient attaqués et quelques membres du gouvernement étaient attaqués. C'était dans la mesure, parce qu'on a considéré que ces gens-là avaient obstrué, avaient empêché, avaient entravé au processus électoral. Donc, on classifie ce problème-là, on classifie ce conflit-là dans un ordre politique. On dit des gens qui avaient des sanctions politiques. Ça ne touchait pas forcément la corruption. Ça ne touchait pas forcément les crimes économiques. Là, ça touchait une volonté manifeste de pérenniser un système. Alors, s'il y a corruption, la corruption ne peut qu'être le fruit ou la corruption ne peut être qu'un élément subsidiaire, mais ça ne peut pas être un élément principal. Ici, l'élément principal, c'est une entrave à la démocratie, c'est un recul démocratique, c'est une entrave ou même une pérennisation d'un système dictatorial. Voyez-vous? Alors là, c'est comme ça qu'on peut voir les choses. C'est ça la vérité, mes frères, je n'ai pas intérêt de vous mentir. C'est ça la vraie version. Et maintenant, il y a un autre type de faits. C'est ceux qui ont été impliqués dans les tueries, dans les massacres, dans les violations de droits de l'homme. Ceux qui ont été cités dans les rapports internationaux visant les droits de l'homme. Ceux qui ont tiré sur les manifestants, ceux qui ont, entre guillemets, ceux qui ont tiré sur les manifestants, ceux qui ont dérangé la quiétude des autres, ceux qui ont violé les libertés fondamentales. Ça veut dire, vous savez, dans les marches, quand les Congolais marchaient, il y a toujours eu des morts. Ceux qui donnaient l'ordre à ce qu'on puisse tirer sur les manifestants. Par exemple, ceux qui ont été impliqués dans l'affaire de Yumbi, dans l'affaire de Kameno Sampou, dans l'affaire de Beni, de Boutembo, de Goma, tous ces criminels-là, présumés criminels, c'est des gens que la communauté internationale avait déjà sanctionnés. On a gelé leurs comptes et d'autres, on a refusé à ce qu'ils puissent arriver aux États-Unis, qu'ils puissent finalement arriver aux États-Unis ou arriver en Europe. On leur a interdit la sortie dans certains pays, ou la visite, pardon, de certains pays. Donc, c'était là les deux grandes infractions. Dans les crimes économiques, il y en avait, mais aussi les crimes de sang. Les crimes économiques, on a gelé le bien. Les crimes de sang, on a demandé des poursuites. Lancé des poursuites même judiciaires contre ces personnes-là. Et maintenant, lorsque le président arrive en Europe, le président ne dit pas aux gens que moi je suis venu pour que vous puissiez lever les sanctions contre tous les criminels. Non. Félix Tshisekedi a dit ça par 2 fois. Il a dit aux Belges, il a répondu encore à la question des Nations Unies, à la question des journalistes sur TV5. Et quand il va encore aux États-Unis, il dit la même chose. Je ne comprends pas pourquoi les gens manipulent l'affaire, pourquoi les gens prennent ça de côté. C'est ça la vérité de fait. La vérité ici, c'est que le président a dit ceci. Le président dit, si vous trouvez que vous pouvez assouplir vos sanctions en ce qui concerne la politique, ça veut dire ceux qui étaient derrière l'entrave du processus électoral. Ceux-là qui disaient non, bon, il n'y aura pas élection, il n'y aura pas élection. Ces gens-là, parce qu'il y a eu finalement élection, parce qu'il y a eu finalement l'installation d'un nouveau régime, donc on suppose que dans le temps, ces infractions-là ont perdu leur sens. C'est comme quelqu'un qui disait Botonganda Kouté, Botonganda Kouté, Botonganda Kouté. Et à la fin des comptes, finalement, Batonginda Congo. Donc vous allez continuer à l'inquiéter sur base de faits, sur base de ce qu'il a dit que Botonganda Kouté, Botonganda Kouté. Non. Mais maintenant,
là où la procédure, ou disons la position du président est affaiblie, c'est quand ce processus électoral était finalement le leitmotiv ou était finalement la base de beaucoup d'autres conflits. Parce que si les gens ont marché ou les gens avaient marché, c'est parce qu'il y avait ce que moi j'appelle comme une sorte de rallonge. S'il n'y avait pas cette histoire de rallonge, les gens n'allaient pas descendre dans la rue. Et si les gens n'étaient pas descendus dans la rue, il n'y aurait pas eu de tuerie. Donc, il y a un lien entre le refus du processus électoral, l'entrave du processus électoral et les morts qui s'en sont suivis. Alors, les morts qu'on a connus, qu'on a enregistrés dans le pays, c'est suite, pour la plupart des cas, au processus électoral, à la mauvaise gouvernance. Donc, tout est lié, en fait, tout est lié. Mais maintenant, quand on veut faire les distinguos, quand eux-mêmes, les Blancs disent, quand eux-mêmes, les institutions internationales disent que nous classifions ça de deux manières, il y a la politique et puis il y a les crimes, alors en ce moment-là, suivons leur logique. Mais parce que si nous voulons rester dans la logique de fait, nous allons dire, ceux qui boboya qui élection ça les maté, mais les bateaux babimi na balabala te. Ceux qui bateaux babimi na balabala te, mais les polices et bouma qui batote. Mais les bateaux ba kufa kité, mais le tout ça le malam. Donc ceux qui te respectent qui constitution d'ambition, on n'aurait pas eu tout ça. Donc tout ce que nous avons eu n'est que la suite logique du refus de partir dans le mandat. Mais en même temps, on doit se poser, est-ce que toute revendication mérite vraiment la répression sanguine ou la répression sanglante? Je dis non. Est-ce que nous méritons une répression sanglante parce que le peuple dit non? Je ne pense pas. Donc la police a usé au-delà de la force qu'elle pouvait, elle est allée un peu plus loin. Entre-temps, ceux qui sont à Yumbi, qui n'a pas de problème, il y a fausses communes, plus de 89 fausses communes, des gens qui ont été abattus comme des chiens, des gens qui ont été mis tous dans un même trou, sans connaître, sans qu'on donne même à leur famille la possibilité de faire un deuil. Vous avez vu, ce sont des violations graves, des violations imprescriptibles, et aussi la KT. Et ce n'est pas la communauté internationale qui viendra dire, bon, on ne les sanctionne plus. Il faudrait qu'on arrive à comprendre ça, sinon ça va être dangereux pour nous, on ne saura pas où on va. Mais maintenant, après avoir finalement fait comprendre aux Congolais la vraie vérité, donc ici je vous dis que Félix Tshisekedi n'a jamais demandé la levée des sanctions des criminels, non. Il a plutôt demandé qu'on puisse assouplir tant soit peu les sanctions contre ceux-là qui étaient dans l'affaire politique. Mais il a si bien dit, si on se rend compte qu'il y a une corrélation entre ce qu'ils ont posé et les autres, alors ce sera à eux d'apprécier. Le président a laissé l'appréciation à la communauté internationale. Qu'on ne vienne pas nous dire ici, non, on va changer les choses, c'est faux. Parce qu'on oublie une chose, la Kabylie a des lobbying. La Kabylie a des lobbying. Il ne faut pas faire comprendre aux gens que non, les Occidentaux n'aiment pas Kabila, c'est faux. Une partie, oui, mais pas tous. Une partie, oui, mais pas tous. C'est pas vrai. Parce que s'ils n'aimaient pas Kabila, s'ils n'aimaient pas la Kabylie, les Occidentaux n'allaient pas accepter de soutenir l'évasion fiscale, paradis fiscaux. Aujourd'hui, nous savons tous que la Kabylie, ils gèlent quel type de bien. Ils sont d'accord quand ils viennent acheter les choses là-bas. Le blanc, quand tu viens acheter, quand les fraudeurs, les voleurs africains, quand les pilleurs africains, les présidents africains et leurs collaborateurs, quand ils pillent l'Afrique, ils vont acheter des maisons là-bas, ils ne leur posent pas des questions de l'origine de l'argent. Hein. Ils s'en foutent parce qu'ils veulent faire finalement grandir leur trésor public. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Tous les dictateurs américains, tous les dictateurs africains ont des maisons en Europe. Pourquoi on ne leur refuse pas ça? Ils attendent qu'ils aient des problèmes avec leur gouvernement pour qu'ils viennent dire on va geler le bien. Pourquoi ils gèlent le bien et pourquoi ils ne refusent pas qu'ils achètent? S'ils sont vraiment intègres et sérieux, pourquoi on ne refuse pas? Parce que quand vous êtes un pays responsable, vous voulez donner des leçons aux gens. États-Unis, Belgique, France. Il faut arrêter de tromper les gens inutilement. Vous êtes des complices du malheur africain, il faut le dire. Vous êtes complices du malheur africain. Vous savez tous que ces dirigeants africains pillent l'Afrique. Vous le savez. Ils pillent l'Afrique et ils prennent l'argent, ils vont acheter des choses chez vous là-bas. Vous ne dites absolument rien. Vous attendez qu'ils aient des problèmes pour que vous puissiez geler leurs biens. Je me pose la question. Inversons les choses. Si les présidents africains, en volant l'Afrique, construisaient en Afrique, si en volant l'Afrique, ils construisaient des maisons ici, des ponts ici, même s'ils pouvaient faire payer ces ponts-là. Je prends même un exemple bête. Aujourd'hui, tous les pays africains se disent, bon, nous tous qui sommes africains, présidents africains, nous allons certainement voler l'Afrique, mais à côté,
Parce qu'on va voler, nous n'allons pas aller construire ailleurs. Nous allons construire nous-mêmes ici, chez nous-mêmes. Ça veut dire un président qui achète un aéroport. Il construit un aéroport pour lui-même, il dit, ça devient mon aéroport privé. Je suis en train de réfléchir par absurde. Il dit, c'est mon aéroport privé. Et il le met par exemple un aéroport de 4 étoiles, 3 étoiles, on va payer, il sera payé en fonction de ça. Il dit, bon, moi je vais construire un port, je vais construire un pont, et c'est mon pont, le péage c'est moi. Je vais construire des routes, le péage c'est moi. Je vais construire des maisons de logements sociaux, je prendrai la location de garantie, et toute la garantie locative, et bien d'autres choses. Si tous les présidents et tous les ministres pouvaient investir dans ça, même si le peuple allait acheter chez eux, alors en quoi est-ce que la communauté internationale allait punir? Comment vous allez punir les gens? J'aimerais savoir la stratégie que vous aurez. Vous savez pourquoi l'Afrique ne punit pas, ne sanctionne pas comment on appelle, les ministres américains, belges et tout le reste? Vous pensez parce qu'ils ne sont pas impliqués dans les corruptions? Non, mais lisez l'histoire. Lisez l'histoire, il y a un ministre belge qui est poursuivi pour détournement et pour corruption. Il y en a un qui est poursuivi, j'oublie les noms, mais il est sérieusement poursuivi. La corruption n'est pas un mot n'est pas un mot anglais, n'est pas un mot en lingala ou en chiluba. La corruption est un mot français. Le détournement est un mot français. Vous pensez que les Français l'ont conçu pour nous seulement et pas pour eux? Ils sont aussi impliqués dans le détournement. Mais le problème, c'est que chez eux, la sanction, elle est beaucoup plus grande et exemplaire. C'est-à-dire quand on vous attrape, un bien, c'est fini pour vous, quoi. C'est fini pour vous. Mais chez nous, au contraire, quand on vous attrape, on vous donne une promotion. C'est ça le problème avec la différence entre le blanc, entre le système, disons, des blancs et le système des Africains, c'est ça. Le système des Européens et Américains, c'est que quand ils attrapent un corrupteur, quand ils attrapent un détourneur, ils les mettent en prison, ils arrêtent cette personne-là. Mais chez nous, en Afrique, quand on arrête un corrupteur, on le promet, on lui donne encore une autre promotion. Nous faisons une consécration de la bêtise, alors qu'eux font une sorte de punition de la bêtise. Alors, donc c'est ça, en fait, le problème. Mais si nous n'arrivons pas à attaquer les corrupteurs français, parce qu'ils n'ont pas de maison chez nous, ils n'ont pas de maison chez nous, ils n'ont pas de biens chez nous. Ils ont peut-être des puits de pétrole, ils ont peut-être des carrières, des carrés miniers. Mais malheureusement, les carrés miniers qu'ils ont sont entretenus par nous-mêmes. Donc on ne peut pas les attaquer parce que nous sommes dans une sorte de complicité du vol. C'est ça la vérité qu'il faut dire aux gens maintenant. Mais en même temps, il y a aussi une sorte d'hypocrisie. Pourquoi vous allez attaquer les collègues, vous allez attaquer la communauté internationale, les États-Unis et les autres? Pourquoi vous allez continuer à attaquer les collaborateurs de Biya et pas Biya lui-même? Pourquoi vous allez attaquer le collaborateur de Faure Gnassingbé et pas Gnassingbé lui-même? Pourquoi vous allez continuer à attaquer les collaborateurs de tel président et des collaborateurs de Bongo et pas Bongo lui-même? Pourquoi vous avez attaqué le collaborateur de Kabila et pas Kabila lui-même? Pourquoi? Pourquoi? Si vous estimez que c'est eux qui travaillent pour le compte de Kabila, vous dites bien, ils travaillent pour le compte de Kabila. Donc ils n'agissaient pas seuls, ils agissaient sur ordre de Kabila. Dans votre logique, pourquoi vous n'avez pas attaqué Kabila alors? On est d'accord, bon, il n'est plus président. Pourquoi vous ne l'attaquez pas? Donc vous comprenez que la communauté internationale, la France, la Belgique, je les accuse, ils sont tous des complices. Excusez-moi de vous le dire, si vous allez me refuser le visa, je m'en tape. Mais la vérité ici, c'est que vous êtes des complices. Vous êtes des complices du malheur des Congolais. Et vous faites semblant de dire on sanctionne tel, on sanctionne tel. Vous savez que vos sanctions sont terriblement inefficaces. Vous le savez. Parce que ces gens-là ont leurs enfants là-bas chez eux, chez vous. Ils ont leurs enfants chez vous. Ils payent. Ces enfants vivent comment? Parce qu'ils ont l'argent du Congo. On leur envoie l'argent tous les jours. Là, vous ne le faites, vous ne dites rien parce que les transactions, c'est vous qui bénéficiez. Non, excusez-moi, chère communauté internationale, excusez-moi, chers États-Unis, chère Belgique, vous êtes complices et c'est une honte. Moi, à votre place, j'aurais honte. J'aurais honte, c'est vous qui soutenez ces régimes dictatoriaux en Afrique, c'est vous qui sponsorisez la bêtise en Afrique, c'est vous qui installez les dictateurs en Afrique, c'est vous qui fabriquez des faux opposants en Afrique, c'est vous qui les favorisez. Et après, vous revenez nous dire non, vous êtes là pour la moralité. Il n'y a aucune moralité dans ce que vous faites. Depuis le début, l'Afrique connaît le malheur qu'elle connaît aujourd'hui, c'est à cause de votre pénétration. Si vous étiez resté chez vous, on n'aurait pas de problème aujourd'hui. Vous enviez l'or africain, les diamants africains, le pétrole africain, mais vous n'aimez pas l'homme africain. Vous n'aimez pas l'Afrique elle-même. Vous aimez ce que l'Afrique vous donne. Et vous avez trouvé des valets, des bonnets, vous avez trouvé des aventuriers, vous avez trouvé des turiféraires, des gens que vous pouvez manipuler très facilement, des gens que vous pouvez retourner contre leur peuple. Et ce sont ces gens que vous protégez et en même temps vous lynchez. Ce sont des gens que vous utilisez et après à un moment donné, quand ils ne vous servent plus à rien, vous les jetez en pâture. Et vous dites maintenant que vous êtes contre eux. Qui nous a imposé Kabila au Congo? Qui? Il ne faut pas raconter des choses. Qui nous a imposé Mobutu au Congo? Qui nous a fait venir Laurent Désiré Kabila? Mais c'est vous. Il ne faut pas qu'on trompe les gens inutilement. C'est vous.
Vous êtes les parrains de la dictature en Afrique. Vous êtes les parrains du désordre africain. Vous êtes les parrains du pillage africain. C'est vous, à l'origine de tout ce vous. Alors, il ne faut pas qu'on vienne mentir les gens. Et vous allez dire aux gens, non, Omoni, non, c'est faux. Excusez-moi de vous le dire. C'est faux. Essayez de changer votre manière de faire les choses. Vous allez voir que les choses vont aller. C'est de l'hypocrisie que vous faites là. L'hypocrisie. Moi, j'ai honte. Un peu comme Émile Zola, j'accuse. J'accuse cette complicité. J'accuse cette hypocrisie internationale. J'accuse ça. Vous avez attendu que Mobutu soit faible pour lui prendre les châteaux. Vous avez attendu que Omar Bongo soit faible pour lui prendre les châteaux. Mais quand il a acheté les châteaux, ça ne vous dérangeait pas. Ça ne vous dérangeait pas. Des palais qu'ils ont achetés à 2 millions, à 3 millions, à 4 millions, à 5 millions. Mais vous étiez bien avec eux. Vous étiez bien avec eux. Mobutu est devenu dictateur quand il ne vous servait plus. Mais quand il était avec vous, c'était un bon dirigeant. Combien de fois vous êtes venus ici en Afrique, au Congo, un peu comme des petits garçons, pour venir chercher de l'or, chercher, je sais pas moi, les diamants, ainsi de suite. Combien de fois vous êtes venus? La France, il ne faut pas qu'on en parle. Sarkozy à cause de Gaddafi. On ne l'oublie pas aujourd'hui. C'est le cacao ivoirien qui a fait beaucoup pour la France. C'est la sueur des Africains. C'est le franc CFA de l'Africain qui nourrit finalement votre Europe. Votre économie forte ou pilote repose sur le cimetière des Africains. Il faut qu'on commence à se le dire, la vérité. Parce que vous commencez à prendre les gens comme des petits-enfants, vous pouvez les manipuler par-ci, vous manipulez par-là, vous touchez les peuples par-ci, ils se soulèvent, et vous faites la pression aux dirigeants, vous leur dites, bon écoute, si tu veux nous donner un peu de rien, on te laisse quoi. Et si ça, ils ne donnent pas, à travers vos ONG que vous avez ici, vos ONG qui viennent, entre guillemets, soutenir la pauvreté, pourtant ce sont eux qui vendent la pauvreté du Congo, eh bien, ils sont là et ils vous pondent des rapports, genre toute la nuit, blablabla, et vous le mettez sur la place publique parce que vous avez les médias les plus forts. Vous le mettez sur la place publique et puis finalement, le président qui voudra la paix avec vous va devoir payer, ou fermer l'œil et vous allez venir encore piller l'Afrique. Et lorsque ce président va dire, pas question, traitons égal par égal, vous commencez à le menacer, vous commencez à instrumentaliser l'opposition, vous commencez à raconter des choses. On sait tous, on connaît comment ça se passe, ces choses-là. Donc la vérité ici, c'est que les sanctions, on ne peut pas se le cacher. Mais là où je ne suis pas d'accord, là où moi je ne comprends pas, ce que j'estime ici, que toutes ces personnes qui ont été citées, n'a pas problème, yamboka, babomaki, baibaki, basalaki, batowana il faut basambisam. Mais son nieza à niveau ni, son nieza quand un peuple qui se dit souverain continue à applaudir les sanctions étrangères. Je crois que c'est maintenant qu'on devrait nous tenir, nous regarder dans les yeux et dire réformons notre appareil judiciaire. Parce que regardez, c'est depuis combien de temps qu'on a dit à ces gens-là qui n'allaient pas aller en Europe? Qui est mort ici? N'en Koufi déjà. Personne. Les sanctions américaines et européennes ont finalement commis un souka, quoi. Ça ne fait plus peur à ces gens-là, malheureusement. Ils sont habitués. Pourquoi? Vous savez, parce qu'ils vivent au Congo librement dans toute impunité. La plus grande sanction, c'est celle de vous-même. Et dans le Congo, mais je peux vivre, je peux trouver mon bonheur je peux trouver. Non, mais si on commence par m'inquiéter dans mon pays, c'est là que ça marche. Donc, nous demandons à la communauté internationale. Mais d'abord, avant de demander à la communauté internationale, moi je demande au président de la République de mettre en place un système judiciaire fort, propre, indépendant, composé par des magistrats et des magistrates intègres, des gens qui sont résolus à rompre avec l'ancien système. Il faut d'abord commencer par inquiéter ceux-là qui sont concernés dans la tuerie. C'est ici que nous devons commencer à faire le travail. Ce n'est pas ailleurs, c'est d'abord ici. Ce n'est pas possible que ceux qui ont tué Batambola, dans la tranquillité au Congo, ces gens vivent dans l'impunité la plus criante que possible. Alors que nous avons des rapports. Moi, je ne parle pas que de rapports internationaux. Et puis, il faut que je dise la vérité. Quand je dis les rapports internationaux, je ne mets pas tout le monde dans le sac. Il y a des rapports internationaux qui sont vrais. Il y a des rapports de la société civile au Congo, des rapports vrais. Et il y a aussi les témoignages du peuple.
Nous devons commencer par inquiéter ces gens-là. Ce n'est pas possible que les gens se construisent des maisons, de maisons, de maisons, alors que le peuple pour qui ils devaient travailler continue à croupir dans la misère. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas nous dire que non, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Ces gens-là doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas de la vengeance, c'est l'instauration de la justice. Simplement, je propose au gouvernement de monter, de mettre en place des structures capables de cela, ou des juridictions spécialisées pour ça, mais en même temps, pas seulement des juridictions, mais que l'on entame, parce qu'il y a des crimes imprescriptibles. Et aussi la terre, vous avez été cité dans l'affaire des Cameroun Sampou. De loin ou de près, venez être renseignant, à défaut d'être présumé, mais venez être renseignant. On doit vous entendre. Batanga kombo na makambo na Sampou. Batanga kombo na Mayumbi. Batanga kombo na makamba Butembo na Mamba Beni. Batanga kombo na kata ba vente ba armes. Mais il faudrait qu'une justice soit là. On ne va pas dire ce qui s'est passé dans le passé éthique à la Gabon. Non, 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 non. Ici, il faut dire la vérité aux gens. Quand le président dit « je ne vais pas fouiner dans le passé », les gens ont, en fait, ils ont fait sciemment. Les gens ont fait les tris. Ils ont pris cette phrase-là comme quoi le président ne veut pas, je ne vais pas fouiner. Pourtant, ils ne comprennent pas que ce n'est pas un président de finalement aller arrêter les gens ou inquiéter les gens. Non. Le président a dit qu'il va se battre pour mettre en place la justice. C'est là que nous devons le prendre au mot. C'est là que nous devons dire au président. Vous avez vu la célérité avec laquelle vous avez mis en place la gratuité de l'enseignement? Nous voulons la même énergie pour la réhabilitation de la justice, pour la création d'une justice. Malgré les pesanteurs politiques de gauche et de droite, nous voulons que la justice soit faite. Pourquoi? Il faut que la justice soit faite au nom de toutes les personnes qui ont perdu la vie. Nous voulons que la justice soit faite au nom de toutes ces femmes violées. Nous voulons que la justice soit faite au nom de toutes les familles éplorées. Nous voulons que la justice soit faite au nom de toutes les fois où l'État a saigné, où le trésor public a saigné pour satisfaire l'égoïsme outré de certains individus qui malheureusement sont aujourd'hui encore au pouvoir. Nous voulons que justice soit faite pour le nombre de villages décimés, pour le nombre de personnes tuées à Minembwe, pour le nombre de personnes tuées lors de nos manifestations qu'on a eues ici, pour les 89 fausses communes. Nous voulons voir clair dans ce qui s'est passé dans ce pays. Et il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de réconciliation tant que la vérité ne sera pas là. Tant que la réparation ne sera pas là, on ne parlera jamais de la paix. Parce que notre développement est tenu par la réconciliation. Et il faut qu'il y ait une sorte de réconciliation. Il faut que nous puissions nous réconcilier. Mais on ne peut pas se réconcilier avec des hautains, avec des orgueilleux, avec des gens qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont été dans... Ils ont fait faux. Mais en même temps, le président doit se décider, avoir une vision claire et nette, de laisser l'appareil judiciaire travailler convenablement, mais pas seulement dans ce format. Parce que ce format, ça ne marchera pas. Je le dirai dans la troisième partie. Ce format ne marchera pas. Il faut un autre format. Il faut dynamiter. Donc, mes frères et sœurs, seulement pour dire que il ne faudrait pas ici que l'on se trompe. Je demande à la communauté internationale de maintenir ces sanctions, mais je demande à la République démocratique du Congo de mettre en place une justice noble, bien, indépendante, non politique et non politisée pour traiter et connaître de ces affaires-là. Vous pouvez soutenir votre juridiction en appelant les rapports internationaux, les rapports des Blancs, comme vous voulez, vous les prenez et vous travaillez sur ça pour voir est-ce qu'il y a exagération ou il n'y a pas exagération. Et les faits sont là, il ne s'est pas passé 50 ans, il s'est passé juste un peu de temps, donc nous pouvons le savoir. Et en même temps, je dirais aussi à la communauté internationale, si vous voulez vraiment maintenir vos sanctions, nous on ne refuse pas, mais aidez le président alors à mettre en place une justice efficace. Acceptez de prendre les juges congolais, les magistrats congolais, acceptez de leur accorder de bourses d'études. Acceptez de le faire. Nous voulons que parce que nous et les États-Unis, nous ne sommes pas pareils. On n'a pas le même système judiciaire. On n'a pas le même système judiciaire. Ce qui se passe chez eux et ce qui se passe chez nous, ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas la même qualification de fait. On est différents. Par contre, nous et la Belgique, c'est la même chose. Nous demandons à la Belgique de soutenir le président dans la réhabilitation de notre justice. Ça veut dire ceci. Le président, il veut créer une commission au niveau de l'appareil judiciaire
qui va finalement travailler tout ça pour relever la justice. Ces gens-là ont besoin de la formation. Ces gens-là ont besoin d'un recyclage. Ils ont besoin des réformes, ainsi de suite. Belges ou peut-être français, on essaie de venir calquer, on prend les modèles, on essaie de demander à nous, savants africains ou congolais ici, pour qu'on sache comment on va faire pour réformer notre appareil judiciaire. Et que la Belgique, la France, parce qu'ils sont très soucieux de nous, ils nous aiment beaucoup plus que nous-mêmes, qui soutiennent alors notre programme. Si ça coûte 15 millions de dollars, ou ça va coûter 20 millions de dollars, ou ça va coûter 2 milliards pour réformer convenablement l'appareil judiciaire, remettre le juge à leur niveau, trouver l'appareil comme il faut, libérer l'appareil de la pauvreté et de la précarité et tout ça, former les autres, les cadres. Si ça va coûter 5 millions ou 5 milliards, ou je sais pas moi, 2 milliards de dollars, qui est la Belgique et la France, parce qu'ils nous aiment beaucoup, ils veulent que nous puissions changer les choses, qui soutiennent alors. On a vu qu'ils ont donné un appui budgétaire d'1 milliard. Bon, ils peuvent aller plus loin que ça. Ils peuvent dire, bon, vous avez un pays, vous êtes un pays pauvre, vous n'avez pas 10 milliards, vous peinez à en avoir. Nous allons vous aider maintenant à avoir avec autant. Et ce n'est pas un don, parce que nous vous aimons beaucoup. Qu'on le fasse. Il ne faut pas qu'on commence à crier, à crier à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est vous qui êtes à l'origine de ces choses-là. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on allait parler dans la première partie. Je vous retrouve dans la deuxième pour parler finalement du CLC qui exige le poursuite contre les corrupteurs. Moi, je vous retrouve tout de suite. Abonnez-vous très massivement, partagez nos vidéos, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.